et vendre les meilleurs produits pour les joueurs, ça c'est quand même un bon agent. Et l'inverse, le bon joueur à récupérer. Zouir. Bah, ils sont déjà tous chez moi, donc... non, je rigole. C'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un épisode spécial, hors série spécial Mercato Show. C'est le Wait and See Show aujourd'hui. Évidemment, on vous souhaite une magnifique année 2024 avec beaucoup de belles choses. On est aujourd'hui dans une émission, je vous le disais, extrêmement spéciale avec des invités incroyables. On a laissé nos chroniqueurs habituels sur le côté aujourd'hui parce qu'on a justement dans cette hors série plusieurs personnes spécialistes du mercato et du marché des transferts qui on accueille dans justement le Wait and See Show. Vous allez voir, on va passer un très très bon moment. On va justement essayer de comprendre un petit peu comment se vit cette période du mercato d'hiver. Je commence par en saluer un premier, il est à côté de moi. Zouir Essikal, tu es déjà venu, tu commences à devenir un habitué maintenant. Non, bah, à partir de la troisième, on va mettre mon maillot aussi sur le mur. Exactement, exactement. Merci en tout cas de l'invitation et c'est un plaisir. Écoute, quand je dis marhaba, tu es toujours la bienvenue, c'est la vérité. Merci. Moi, je ne mens pas. Ça me fait vraiment plaisir en tout cas que tu sois là. À côté, Trésor Diogo. Alors, Trésor, on te connaît bien sûr sur Instagram via le TDS Sports Performance. Tu es un coach performance, un préparateur physique. Tu conseilles également les petits de manière un petit peu, je dirais, sportive aussi, hein, sur leur choix, etc. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Ça va faire plaisir aussi d'avoir un autre point de vue, hein, parce que tu as aussi le petit pas de côté nécessaire sur ce marché du football. Exactement. Merci également toi pour l'invitation, c'est un plaisir. Puis merci également aux deux invités aussi avec qui on va partager un bon moment également. Voilà, c'est ça, une conversation à bâton rompu avec en face de moi, bien évidemment. C'est un homme qu'on aime énormément en Belgique. Il nous fait l'honneur de sa présence. Nicolas Frutos, bien sûr, l'ancienne grande star du Sporting d'Anderlecht, aujourd'hui directeur sportif de la RAL, la Louvière. Bienvenue, merci beaucoup d'être là, Nicolas. Merci de l'invitation, un plaisir de partager les plateaux, les studios, avec des personnages, on va dire, pareils du monde du foot. Ouais, c'est vraiment un vrai plaisir. Nicolas, je vais commencer avec une question très simple. Comment toi, tu définis la période du mercato d'hiver en tant que directeur technique? Des mercato d'hiver, ouais, c'est complètement différente à la période d'été, clairement. Ça change énormément parce que les équipes, ils essayent certains de rattraper un mauvais mercato d'été, des autres de pouvoir revenir sur des blessures qu'ils ont eues pendant la première partie de la saison, et des autres qui préparent déjà aussi les moyens termes, ça veut dire ils font des transferts en pensant à cette saison, mais aussi déjà en pensant à la saison d'après, ils essayent de gagner des temps. Et ça, je trouve que c'est plutôt les équipes qui se trouvent pas dans des zones de difficultés, je veux dire, qui jouent pas pour les titres spécialement, ou qui ne jouent pas pour la descente. Alors, je trouve que là-bas, pour les agents, il y a beaucoup de boulot, et parce qu'il y a des belles opportunités qui peuvent se présenter, surtout au niveau du projet sportif. Et c'est là-bas que, allez, autant dans mon rôle aujourd'hui à la RAL, à la Louvière, on essaye de faire force parce que allez, on est convaincu que c'est à cette période ici qu'on peut convaincre certains joueurs à venir chez nous. Mais c'est ça, et c'est intéressant aussi que tu le prennes dans ce sens-là, parce que moi je voulais te parler de la préparation en tant que directeur technique. Est-ce que tu vas partir sur une préparation en amont, peut-être déjà avec des profils que tu auras ciblés dans le mercato d'été et que tu vas les revoir en novembre, en octobre, ou alors tu vas sur ce qu'on appelle un marché d'opportunités dans les derniers jours et tu vas essayer de chercher peut-être la petite pépite au dernier moment. Tu es de quel esprit toi? Tu es de quel côté? Ouais, la réalité c'est que il faut toujours être attentif s'il y a une possibilité qui se présente. Et on va pas dire pépite, mais il y a un joueur avec peut-être une potentiel au-delà de nos moyens, mais qui a besoin d'un certain temps de jeu et un encadrement qui pourrait les permettre de se développer, de s'instaurer au niveau du football pro. Et c'est des chances qui s'ouvrent pour nous, que si on va dans les grands mercatos, et qui durent beaucoup plus longtemps, et on a beaucoup plus de difficultés de concurrencer contre des autres équipes. Alors pour nous, on n'a pas forcément des objectifs très clairs, sinon on est à la recherche des opportunités, mais aussi, pour nous c'est une saison spéciale parce que,
allez, on essaye de revenir dans les mondes pro, de pouvoir arriver à cette montée en D1B. Alors c'est différent parce qu'on est dans une division encore amateur, mais on se prépare pour les mondes pro, alors les profils sont différents. Et quand tu prends l'autre prisme, et là je me tourne vers toi, Zouir, j'aimerais comprendre, est-ce que en janvier, on est plus sur un appel, on va dire, plutôt sortant ou un appel entrant? Tu es plus dans la proposition ou tu es dans la réception d'opportunités et d'intérêts des clubs qui t'appellent? C'est quoi en fait? Comment ça bouge? En fait, c'est les deux combinés. Pour l'instant, on a des profils qui correspondent à certaines catégories bien définies. T'as les joueurs qui est en fin de contrat dans 6 mois. Et c'est une dernière opportunité pour le club d'essayer comme de monétiser une transaction en le sortant maintenant. T'as aussi certains clubs qui doivent faire face à la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Asie actuellement. Donc ils vont chercher des prêts ponctuels. J'aime pas trop cette option-là parce que tu envoies ton joueur en prêt pour jouer, mais cuite quand le joueur qui est en Coupe d'Afrique ou en Coupe d'Asie revient, là tu as une difficulté et il faut toujours anticiper ce genre de choses. Ensuite, tu as aussi, comme il disait, les clubs qui ont eu des blessures, des joueurs en méforme, des joueurs qui rentrent pas dans le projet parce que il y a eu un changement de coach. On peut prendre l'exemple du Standard de Liège qui jouait d'une certaine manière, un nouveau coach. Donc ça redistribue les cartes et il se peut que des joueurs qui jouaient ne vont plus jouer dans les 6 prochains mois. Et donc le club va essayer de trouver une solution pour le sortir. En tout cas, moi en tant qu'agent, j'essaie toujours de travailler de manière anticipative en prévision d'une problématique qu'il peut avoir parce que il y a eu changement de coach ou il y a eu un jeune qui explose et qui met peut-être un joueur plus expérimenté sur le côté. Donc il y a un travail qui est bien évidemment d'appeler les clubs, de chercher ce qui est possible de faire, de voir s'il y a un intérêt quelconque, mais de l'autre côté, bien évidemment, quand un club t'appelle, tu présentes le projet à ton joueur et tu lui dis voilà, il y a ça, est-ce que tu veux y aller, est-ce que ça t'intéresse, ça ne t'intéresse pas. Et pour aller dans le prolongement de ce que tu dis, convaincre un joueur en janvier comme tu as pu le faire notamment, on a vu que ta société a notamment signé un joueur comme Merveille Bocadi du Standard de Liège en janvier. Est-ce qu'on utilise les mêmes arguments? Est-ce qu'on va chercher les mêmes mots pour aller à un moment donné susciter l'intérêt du joueur à venir signer chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre, sachant que Merveille Bocadi, on le sait, était notamment représenté par des gros agents. Je pense qu'il travaillait notamment aussi avec Christophe Enroté à l'époque, etc. Donc il y a quand même un univers où il y a beaucoup de concurrence. Tu vas axer sur un point différent que si c'était un joueur de l'été, ou alors c'est de la préparation qui date de l'été? Non, moi je travaille sur le marché actuel, c'est-à-dire que si on prend le cas de Merveille, il a déjà défini lui-même ce qu'il souhaite, quel genre de projet, quel type de pays et de compétition il veut chercher. Il se trouve que c'est des marchés que je maîtrise relativement bien, donc on va dire qu'à un moment ou à un autre, ce que lui cherche, que je propose, s'alignait. Et donc à partir de là, on a commencé à travailler ensemble. Mais il y a une chose que on doit toujours faire en tant qu'agent, c'est travailler sur le marché actuel en se disant voilà, peut-être que aujourd'hui un joueur est pas sur le marché du tout, mais il se peut que dans les 10 derniers jours, souvent d'ailleurs au mois de janvier, il se passe des choses. On doit déjà avoir fait un travail anticipatif, on doit déjà avoir préparé les choses pour que si une porte s'ouvre pour un départ, on a déjà des clubs, on a déjà discuté, les clubs savent déjà qui est le joueur. Je peux prendre un autre exemple. Actuellement, El Wadi est pas sur le marché, mais j'ai déjà eu 5 ou 6 clubs qui sont très intéressés à l'avoir en prêt. D'accord. Mais voilà. S'il voit le temps de jeu qui est peut-être un peu moins important, il se dit il y a peut-être une opportunité, quoi. Voilà, et à chaque fois qu'il a joué avec Genk, il a très bien fait. Ouais. Maintenant, il se peut que Munoz, d'ici au 31 janvier, ne soit plus à Genk, et donc ça va définir beaucoup de choses. Trésor, je te vois très attentif sur ce que dit Zouir. T'as une vision forcément un petit peu différente du métier. C'est logique, c'est l'intérêt aussi de partager les idées ici ensemble. Comment tu conçois justement le métier d'agent d'une manière générale?
Je pense que ça rejoint un peu ce que a dit Nicolas, ce que dit aussi Zouer. Moi, comment est-ce que je le définis le marché de janvier? C'est un mercato d'ajustement en fait, où justement les équipes vont travailler sur des déceptions, sur des blessures. Et Zouer a dit quelque chose d'important également, c'est la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Asie. Donc il distribue aussi les cartes parce qu'il y a des départs qui sont liés justement à ces deux compétitions. Je me permets, 9 joueurs ne sont pas présents du côté de la Gantoise à cause de la Coupe d'Afrique et de la Coupe d'Asie. On parle quand même d'une équipe qui est quand même prétendante au titre, quoi. Donc c'est quand même, là c'est fort. Exactement, et je pense que d'ailleurs même Van Azebroek s'en est plein de ça aussi. Et justement maintenant ils vont devoir aussi recruter pour pallier à ces absences. Et je rejoins son idée, c'est qu'on recrute maintenant, mais quand il y a des retours, on fait quoi? C'est vrai ça. Qu'est-ce qu'on fait, Nicolas? Moi, je pense que déjà, Gand, pour moi, ils avaient fait un mercato d'été exceptionnel. Pour moi, c'était l'équipe belge qui avait mieux construit son noyau et qui s'était vraiment avancé et qui s'était prêt pour cette situation-là. Alors, même si n'importe quel coach, en connaissant surtout Hein, il va demander et il va protéger aussi ses résultats et son noyau pour ces départs-là, pour dire, parce que forcément, ils sont déforcés à ce moment-là. Alors, mais je pense que Gand, il est prêt à faire face à cette situation. Mais surtout, la situation d'acheter maintenant, après quand tu as des joueurs qui retournent, c'est quand même délicat. Et il faut pas oublier non plus que Gand, il a une équipe U23 qui joue en National 1, qui est devenue une compétition assez intéressante, que l'année passée, ils ont su vendre directement à partir de cette compétition-là des joueurs même à l'étranger pour des millions et des millions, et qu'aujourd'hui, ils se trouvent 3e des classements en National 1, ils sont une équipe hyper compétitive, alors il y a certains gens qui se trouvent là-bas, qui sont capables au moins d'aider l'équipe première à ce moment-là à se débrouiller pendant que les autres joueurs ne sont pas là. Et que c'est une belle opportunité de les donner ton jeu et la visibilité pour savoir qu'est-ce qu'il vaut pour la saison d'après. Je ne pense pas que Gand il va avoir beaucoup de problèmes, surtout avec le système de play-off. Je pense que ce système de play-off, ça convient pour les clubs qui doivent faire face à des situations pareilles. Mais bon, c'est vrai que 9 joueurs, c'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. Et Trésor le disait, il parlait de mercato d'ajustement. Toi qui as ce rôle de dirigeant, est-ce que c'est un club qui travaille mal ou un club qui travaille bien quand il a justement un mercato à faire en janvier? Qu'est-ce que ça veut dire d'un club? Parce que souvent on entend le Real Madrid, le Bayern Munich en janvier, ça ne recrute pas parce qu'on reste sur l'année. Ancelotti, conférence de presse 1er janvier, qu'est-ce qu'il annonce directement? Pas de transfert, on continue avec la saison parce qu'on n'a pas besoin de recruter. Est-ce que le fait de devoir recruter en janvier, ça veut dire quelque chose il a manqué quelque chose dans le club? Oui, c'est des ajustements, mais il faut connaître aussi les budgets et la dynamique interne dans les clubs. Il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas oublier non plus que notre championnat commence à avoir énormément des capitaux étrangers qui viennent et qui sont une gestion satellite. Et ils sont partout dans le monde. Ils essayent d'avoir un œil dans les clubs. Ils mettent parfois un directeur sportif ou un secrétariat sportif avec plusieurs scouts qu'à la distance, il doit gérer avec des présidents ou des patrons qui essayent d'avoir leurs pattes dans les équipes. C'est très délicat. Si tu ne travailles pas coude à coude et 24 heures sur 7 ensemble, c'est très délicat. Après, il y a des autres profils des clubs, lesquels ils appartiennent à des groupes qui sont 6-7 clubs, et il faut voir c'est quoi le statut de ton club dans cette groupe-là. Si tu es le dernier du fond et que tu reçois ça qui reste dans les marchés, c'est aussi ingrat et délicat pour ces directeurs sportifs pour pouvoir faire un marché intéressant. En plus de ça, parfois on essaye de t'imposer un coach et le coach il vient complètement en dehors de l'idée du noyau qui était construit. Alors c'est beau parfois avoir des investisseurs étrangers qui viennent et qui mettent de l'argent parce que ça te permet d'avoir des enveloppes différentes et ça te sauve des problématiques financières. Mais pour les projets sportifs et pour les projets sportifs du joueur, c'est délicat parce que tu signes aujourd'hui avec Nicolas Frutos qui est directeur sportif du club et qui te propose quelque chose. Mais après, dans les mois à venir, il y a un nouveau actionnaire du club qui change tout que tu as accordé avec l'agent des joueurs et que tu avais t'es mis d'accord pour un projet et qu'en décembre,
c'est les joueurs qui veulent quitter parce que les plans c'était pas les mêmes. Pas seulement au niveau entraîneur parce que les choses vont pas bien, il y a un changement, sinon parce qu'il y a un changement au niveau dirigeant, que ça change complètement la vision des clubs. Alors, je pense que on est dans une période que ça ne joue pas que les résultats sur le terrain, sinon il y a beaucoup de les finances, beaucoup de la gestion interne des clubs qui jouent un rôle. C'est pour ça que les clubs comme Real Madrid ou Bayern, et il y a certains clubs ici, allez, Gand, je pense que c'est un exemple excellent, Genk aussi, et nous, à notre niveau, on l'est aussi, et par excellence, de dire, on essaie de construire quelque chose, mais on a trop clair, mais vraiment très très clair la vision. Et à partir de là, tu peux te tromper. Les choses ne peuvent pas se passer bien parce que tu avais des attentes par rapport au niveau des joueurs, que finalement, ça n'a pas marché. Et là-bas, ça doit être la communication avec les agents. Et là, on était envers les joueurs de dire, voilà, on doit ajuster. Mais quand je parle de ça, il y a une chose très claire. On prend deux visions complètement différentes. Le club de Bruges a perdu Tajon Buchanan, parti du côté de l'Inter Milan. Ils ont décidé de ne pas recruter sur le côté droit. Ils ont dit, voilà, nous on préfère essayer avec Kyrian Hussab qui revient sur le côté droit. Logiquement, ça devrait rester comme ça. On a envie de proposer, je dirais, une forme de longévité, de stabilité, au moins jusqu'à la fin de la saison. Et de l'autre côté, alors qu'on a des clubs qui sont en général, je dirais, plutôt stable comme le KRC Genk, on sent, notamment dans les discours du directeur sportif à la télévision, etc., qu'il y a un petit climat d'instabilité où à un moment donné ça pourrait bouger, alors qu'en général, justement en janvier, ils sont plutôt frileux au fait de faire beaucoup bouger les choses, quoi. Ouais. Donc, tu vois un peu les plaques tectoniques qui sont un petit peu en train de bouger. Il y a des éléments qu'il faut prendre en compte dans le cadre du club de Bruges. Le travail a déjà commencé en fin de saison passée, où tu voyais déjà le jeune Kyrian qui apparaissait, qui a fait les matchs en play-off, etc., parce que ils savaient qu'ils avaient plus trop de choses à jouer dans les play-offs, et ils avaient déjà anticipé qu'à un moment ou à un autre, Buchanan, ils allaient le sortir. Je reprends plus ou moins la même chose avec ce que je disais tout à l'heure avec Genk, avec Munoz et El Ouadi. Donc, c'est des clubs qui travaillent bien parce qu'ils préparent déjà une sortie planifiée. Mais tu peux te retrouver dans des situations dans les mêmes clubs, par exemple dans le cadre de Genk, où un joueur a une clause libératoire, et je pense ici à Pencil, et que voilà, un club américain débarque de MLS, dépose l'argent, et là tu fais quoi? C'était pas spécialement planifié. Tu essaies de jouer sur le fait que le joueur n'a peut-être pas envie d'aller en MLS en essayant un peu de le convaincre. Mais soit ça va te coûter de l'argent, parce que si l'agent fait le travail, ben il va leur dire ok, il reste, mais je souhaite ça, ça, ça et ça. Ou alors ils vont devoir aller chercher quelqu'un. Le problème en janvier, c'est que tu surpayes. En janvier, tu vas aller chercher un remplaçant à Pencil. En janvier, tu surpayes. Tu surpayes parce que le club qui va vendre son joueur doit aller en chercher un autre. Et les joueurs ne sont pas spécialement disponibles en janvier. Donc, c'est pour ça que, par définition, les clubs préfèrent faire leurs transactions en été. Il y a plus de temps, tu peux négocier, t'as plus de temps pour négocier. Et donc, tu as aussi le temps d'aller chercher le plan B, plan C, etc. Mais en janvier, si tu vas aller chercher un joueur de premier plan, ou en tout cas un joueur qui est titulaire dans son club et qui performe, à part s'il vient de Scandinavie, parce que là, leur championnat est décalé, bah, tu surpayes. Ouais, tu surpayes. Bah, je pense que la différence là-bas, c'est, tu fais une affaire, parce qu'il y a une possibilité qui se présente. Les Bruges a vendu Buchanan, bien peut-être tu pourrais le faire avec Munoz, mais ça dépend qu'est-ce qu'il y a sur les marchés, parce que peut-être il y a un top talent ou un grand joueur qui est dans les derniers 6 mois, comme Suer l'expliquait bien auparavant, dans ces derniers 6 mois de contrat, que c'est la possibilité de l'acheter à un prix où l'agent il est en position d'effort pour négocier la sortie avec les clubs, mais au priori, tu ne dois pas aller surpayer. Et ça, je pense que c'est la clé dans le futur. C'est pour ça que les clubs finissent dans les rouges, parce qu'à force d'aller chercher un résultat qui n'était pas prévu, de dire on prépare l'avenir avec des jeunes ou des transferts rentrants en été, en sachant qu'il y a peut-être des joueurs qui vont pas jouer toute la saison. Et ça, c'est quand même intéressant. Et pour moi, ça, c'est un cas que Anderlecht a préparé avec Dolberg et Vasquez. En sachant qu'ils ont payé beaucoup d'argent pour un Argentin, beaucoup, qui n'avait pas énormément de minutes. Et savait que ça allait prendre le temps. Exactement. Mais il savait le temps avec un joueur cadre comme Dolberg. Et je pense que ça, c'est quand même intelligent. Ouais, c'est très intelligent. Mais toi, justement, dans ta position de directeur technique, qu'est-ce que tu vas chercher pour convaincre le joueur? Tu te dis,
tu as conscience quand même que Nicolas Frutos en Belgique, c'est un nom important et que ça peut aider à faire venir des joueurs. Est-ce que tu joues de ça, toi, ou pas du tout? Non, c'est surtout la force du projet. Ouais, tu peux jouer un rôle. On a eu cette année la possibilité de signer Jorm Mankam, parce que Jorm, on avait eu l'occasion de travailler ensemble à l'époque à Anderlecht. En dehors des deals pareils, et parce que Jorm, il était en train de jouer à OHL dans la même division, mais tu vas pas arriver à convaincre un joueur de DA1 descendre National 1 parce que tu t'appelles comme tu t'appelles ou tu as une certaine image. Pas du tout. S'il n'y a pas derrière quelque chose que tu peux proposer aux joueurs et que ça doit être la force de n'importe quel club, et il y a des clubs en première et en D1B également qui sont très bien placés grâce à leur travail, c'est impossible de les convaincre. Et c'est là-bas où tu dois faire ta force aussi dans la relation avec les agents, mais les agents, ils doivent connaître et croire à ton projet pour pouvoir vendre ça à les familles des joueurs pour prendre la décision de peut-être laisser de côté les côtés financiers pour aller à chercher la partie sportive qui, surtout au début d'une carrière, c'est même beaucoup plus important. Ouais, je comprends. Trésor. J'aimerais revenir sur un élément qu'il a dit tout à l'heure, Nicolas, c'est surtout par rapport à la donnée financière. Et Zouer en a parlé concernant le club de Bruges, où il y a Buchanan qui part et il y a l'émergence de Sab. Mais il y a aussi une donnée économique, c'est que Bruges n'a pas joué la Champions League. Donc je pense qu'aussi au niveau des finances aussi, il a dit Nico, c'est pas la même enveloppe. Mais 8e de finaliste de la Conference League. Exactement. Quand même. Donc ça veut dire déjà assurer d'avoir à peu près 3 millions d'euros en qualification. Donc ils ont quand même un petit rendement qui n'est pas le même que les 30 millions de la Ligue des Champions. Les rentrées sont pas les mêmes, donc du coup on se positionne aussi différemment par rapport aussi à un achat. Il y a aussi une question, et alors aujourd'hui c'est vraiment l'opportunité de vous avoir tous les trois. On va se parler de cette loi FIFA à un moment donné. Cette loi FIFA qui est remise en question par les différentes fédérations, parfois même retoquée par les fédérations nationales de football, et qui subit beaucoup de polémiques. Qu'est-ce qu'on fait avec la nouvelle loi qu'a voulu mettre en place la FIFA et qui ne convainc personne, Zoé? Tu parles de quelle loi par rapport aux agents? Concernant les agents de joueurs et le plafonnement notamment des commissions, etc. Écoute, il y a le fond et la forme. Le fond, je trouve que c'est pas une mauvaise idée de réglementer parce que quand ils ont dérégulé il y a quelques années, ça a permis aux bouchers du coin de se dire agent, et c'est parti dans tous les sens. Et je peux comprendre, moi, il sera mieux placé que moi pour en parler, qu'en tant que dirigeant, tu te retrouves avec des gens qui t'appellent, qui connaissent pas les réglementations, qui comprennent rien et qui se disent juste, voilà, je veux autant de commissions. Donc ça, c'était nécessaire. Parce que, encore une fois, il faut qu'on parle de carrière, de vie professionnelle et de vie privée de joueurs de foot et de leur famille. Donc, on n'est pas en train de vendre des gaufres, pour reprendre l'expression. On n'est pas en train de vendre des gaufres, effectivement. Voilà. Donc, mais la manière dont ça a été fait, je le dis tel que je le pense, c'est typique FIFA, à savoir, on impose une certaine chose, on fait un minimum de renseignements, de discussions avec des agents pour savoir quelle est la meilleure manière de faire. Et après, ils réalisent qu'en fait, ils se sont trompés sur pas mal de choses. Moi, une des premières choses qui m'a choqué, c'est de voir que toi, en tant qu'agent du joueur, qui t'occupe du joueur au quotidien, qui l'aide dans la vie privée, vie professionnelle, etc., tu peux avoir une commission qui va tourner entre 3 et 6%. Voilà. Et que tu peux pas faire au-dessus quoi qu'il se passe. Le gars qui connaît ni le joueur, ni l'entourage, qui va juste faire une transaction de club à club, lui peut avoir 10%. Donc, en gros, on va se retrouver dans une situation où les bons agents, ils vont se dire, OK, moi, je vais faire que de club à club. Et celui qui va en souffrir, c'est le joueur parce qu'il va pas être représenté par les meilleurs agents. Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation-là? Un club donne un mandat à un agent dans lequel toi, tu n'es pas du tout, entre guillemets, en collaboration avec lui. Quelque part, le club t'impose de travailler, mais toi, tu es toujours pour l'intérêt du joueur. Dans le joueur, tu négocies le contrat joueur, mais tu sais qu'il y a eu un intermédiaire. C'est déjà arrivé, sauf que en fait, j'ai fait tout le travail. Okay. Donc en fait c'est ce que j'appelle non, parce que dans ce cas de figure là, de toute façon j'étais pas impliqué, je ne peux pas, moi en tant qu'agent, avoir une commission club et une commission joueur quand tu es sur le club vendeur. Mais c'est un mandat, ce que moi j'appelle un mandat travail fictif. C'est-à-dire que le gars a reçu un pourcentage sur une transaction dans laquelle il n'a absolument rien fait.
Ça, c'est une problématique que je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va apparaître et il va y avoir des contrôles par rapport à ce genre de choses-là. Moi, je préfère ne pas rentrer dans ce genre de travail. Moi, je suis rémunéré par rapport à un travail que je fais et je veux certainement pas rentrer dans cette dimension parallèle où tu as des commissions, rétrocommissions, machin. Et ça, bon... C'est aussi peut-être aussi plus difficile de convaincre en fait, Nicolas, parce que les autres pays ne sont pas logés à la même enseigne. Certaines fédérations, je l'ai dit, retoquent le règlement FIFA, donc quelque part ne sont pas obligés de s'astreindre à 3 à 6%. Ils peuvent proposer plus. Donc même pour toi, en tant que dirigeant, c'est difficile parfois de convaincre quelqu'un qui a peut-être une opportunité dans un autre pays où tu sais que l'agent il va mieux gagner sa vie. C'est très difficile. Moi, je trouve que nous, dans notre situation aujourd'hui, les agents qui s'osent ou qui s'acceptent de collaborer avec nous, ils sont hyper bienveillants vraiment pour la carrière du joueur. Ils vont pas venir chez nous à gagner aujourd'hui de l'argent, mais ils vont avoir la possibilité de que leurs joueurs, ils puissent se développer et qu'ils vont les accompagner avec une certaine durabilité, je veux dire, et dans les marchés. Et ça, je pense que nous, on doit faire une force de ça. Par contre, pour revenir à ça que tu as expliqué très bien, c'est hyper difficile parce que aujourd'hui, n'importe qui fait intermédiaire, imaginons, moi, je ne suis plus dans un club, et alors, il a un joueur, et j'appelle son joueur, même je dis, tu sais, je vais rencontrer un de tes joueurs, et je dis au joueur, j'ai une équipe en Argentine qui peut te payer 3 fois ton salaire. Mais après, c'est à joueur d'arranger ton salaire. Moi, j'ai rien à voir. Qu'est-ce ça, dans la tête des joueurs et de la famille, ça explose tout. Déjà, ouais. Exactement. Alors, qui paye ça? Les clubs. Et c'est pour ça que les clubs surpayent les joueurs. Parce qu'il y a un marché qui est gonflé par les intermédiaires, qui ne font pas le travail jour à jour avec les joueurs et qui expliquent la réalité du club, la réalité des différents projets, et qu'à un moment, il vient les joueurs, il te dit non, moi, je veux pas aller là-bas. Moi, je vais aller là-bas. Parce que là-bas, ouais, c'est beau. C'est un bon club. Et en plus, on me paye 3 à 4 fois. Oui, mais dans l'intérêt pour le futur, pour ta carrière, équipe nationale, les marchés futurs, je sais pas, différentes choses, ça va pas. Et là-bas, tu ne sais pas revenir à l'arrière. Alors, les agents, ils se trouvent dans une situation de dire, OK, je dois accepter, ou de perdre les joueurs. Oh ouais, ça va. Je dois aller accompagner dans un endroit qui n'est pas forcément le meilleur pour les joueurs. Trésor, toi, tu connais très bien les entourages des joueurs. Il y a aussi ce côté, attention, il y a peut-être l'appât du gain, on veut aller vite, on a peur de ne rien avoir, donc finalement, on va prendre le premier truc et puis finalement, c'est pas le bon projet, quoi. Exactement. Et je reviens à ce qu'il dit déjà, parce que moi, je suis déjà pour le passage de l'examen, et je suis content que la FIFA, en fait, ait réglementé, parce que ça devenait l'anarchie. Bien sûr. J'étais également intermédiaire, j'ai passé l'examen en septembre, et je trouve que c'est important de cadrer. Maintenant, au niveau de la réglementation, tu as dit quelque chose d'important, c'est que chaque pays fonctionne un peu à sa manière. La France travaille à sa manière avec son propre système d'émission, et la FIFA, pour moi, devrait uniformiser. Maintenant, pour parler des jeunes joueurs et l'appât du gain, je l'ai aussi vécu personnellement aussi, dans du conseil, dans de l'accompagnement. Et Nicolas l'a bien dit, quand on regarde la carrière d'un joueur, il faut regarder sur le long terme, surtout quand on parle d'un jeune joueur. On parle d'un développement, et le problème aussi aujourd'hui, c'est que ça commence déjà très tôt. Les parents se parlent entre eux, ils s'écoutent, il y a des personnages externes en fait, qui n'ont pas une connaissance de l'écosystème football, qui viennent mettre des fausses informations et des mauvaises informations. D'ailleurs, il a mentionné tout à l'heure, Zouer, il a raison. Quand tu lui as posé la question de savoir comment est-ce que tu convaincs, je pense que c'est surtout le joueur qui vient naturellement. Nicolas a également dit, parce que on convainc par le projet et pas par des choses hypothétiques ou autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché, malheureusement, il est inondé par des intermédiaires qui viennent par intérêt, par appât du gain. Et pour moi, c'est le cancer du football, pour moi. Et comment est-ce qu'on gère dans un marché qui est de plus en plus, je dirais, qui se cristallise de plus en plus sur le joueur roi? Aujourd'hui, le joueur fort, performant, mis en avant par les médias, mis en avant notamment grâce à ses performances, il a un statut où, à un moment donné, il peut avoir la liberté de dire, moi maintenant, en tant que club, je suis en face de toi, je te veux absolument, tu travailles avec cette personne-là. Même si cette personne-là n'est pas compétente, le joueur a ce pouvoir-là tellement il est fort. Comment est-ce qu'on gère dans ces moments-là?
Ça se fait également, ce que tu dis, tu as entièrement raison. Moi, je regarde sur le marché français aujourd'hui, et je regardais un reportage la fois dernière, c'est même le papa d'un joueur qui a dit à l'agent, si tu veux travailler avec mon fils, tu dois déposer 3 millions d'euros sur la table. Je sais pas si tu as vu ça. Ouais. C'était l'histoire de Camavinga, je pense. Je sais le pas, père de Camavinga. Tu dois déposer 3 millions sur la table. Ouais. Et j'ai envie de dire, déjà, commencer une relation d'affaires ou d'accompagnement où c'est déjà orienté, en fait, par l'argent, je préfère ne pas commencer parce que tout simplement, il ira toujours au plus offrant. Ouais. C'est-à-dire que la relation ne sera pas saine, elle sera pas authentique, en fait. Parce que tu viens avec un projet, un accompagnement, un savoir-faire et une expertise. C'est surtout ça, parce que pour moi, un agent, c'est un prestataire de service qui connaît son environnement, son milieu, son travail, et il vient pour aider le joueur avant. Et à partir du moment où ton potentiel client en face, la première donnée qui l'intéresse, c'est l'aspect financier, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une confiance. C'est qu'en fait, derrière ton dos, il ira toujours chez le plus offrant. Mais est-ce que tu penses que c'est pas justement, ça je trouve que c'est intéressant, le côté populaire du football qui amène à laisser penser à ces mêmes entourages qu'en fait c'est facile, que c'est possible, que tout le monde peut le faire, alors que c'est pas vrai en fait. C'est une spécialité, c'est vraiment très spécifique. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où un club va donner un mandat à un agent de confiance, parce que on va se mettre à la place d'un dirigeant, on en a un avec nous. T'as un joueur, une pépite, qui potentiellement vaut 30 millions d'euros sur le marché des transferts. Tout d'un coup, son cousin qui est à moitié boucher et à moitié mécanicien devient son agent. Ouais. Tu es le club. Est-ce que tu vas mettre potentiellement 30 millions d'euros entre les mains de quelqu'un qui n'a jamais fait le moindre transfert? Non. Et c'est là qu'un club va dire, OK, on va mandater tel agent qu'on connaît, avec qui on a déjà fait des transactions, qui travaille super bien, carré, va un peu sonder le marché espagnol ou le marché allemand pour nous, et regarde un peu ce que tu peux nous apporter pour dans les alentours de 30 millions d'euros. Donc au final, le joueur va se retrouver seulement avec son cousin à négocier son salaire, et je l'ai vu et j'ai dû rattraper des fois certaines choses où t'as le joueur qui arrive par la grande porte avec le même salaire que le troisième gardien de l'équipe. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, tu vois? Ouais. Donc c'est là que tu te dis, ah ouais, mais c'était un tel qui a négocié, il connaît pas les prix, il sait pas comment ça fonctionne. Je te donne un exemple concret. T'arrives en Allemagne, on te donne un salaire, mais il faut savoir qu'en Allemagne, après 3 mois de blessure, t'es plus payé. Donc tu dois prendre ta propre assurance privée et qui coûte quand même facilement entre 2 et 5 000 euros par mois. Et donc si le joueur ne le sait pas et il prend même pas cette assurance, et c'est arrivé pour un joueur assez connu, j'ai oublié le nom, où après 3 mois il touchait plus rien. Ouais. Et donc c'est comme il l'a dit très bien, être agent c'est un travail. Et donc croire que c'est facile, croire que faire un transfert d'un pays à l'autre, ne pas connaître les législations, c'est des erreurs qui vont se répercuter sur le joueur au final. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, j'allais vous poser la question, et Nicolas, je pense que tu es aussi le mieux placé pour répondre à ça, c'est les changements dans les clubs. Comment est-ce que les clubs ont évolué dans leur façon de faire le business football sur les 5 dernières années? C'est peut-être ça. Ils sont de plus en plus informés, de plus en plus aux aguets, et ils savent essayer de se retourner s'il y a, je dirais, un problème lié justement parfois au rapport qu'il peut y avoir, les liens avec l'entourage. C'est très délicat. Et c'est pour ça que, pour moi, il y a une loi qui existe, mais qui a toujours une façon à l'autre de, je ne vais pas dire la détourner, parce que c'est pas le mot correct, sûrement, ça que j'aimerais dire, mais... La contourner peut-être. La contourner, mais le fair play financier, c'est difficile à comprendre dans les marchés, parce que ça veut dire que quand tu vois les chiffres qui annoncent des clubs de première division que les 3 dernières saisons, ils ont perdu 20 millions par saison, ou des clubs que la dernière saison, ils ont perdu 6-8 millions, alors que, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une augmentation de capital. Alors ça veut dire, moi je suis actionnaire du club, aujourd'hui, ça que j'ai au club, ça vaut 10 euros, mais on double les capitales, alors à la fin, ça que j'avais 10, aujourd'hui c'est 5, mais je dois accepter, parce que sinon mon équipe, il perd les week-ends, mais c'est la façon de rentrer de l'argent. Mais est-ce que ça c'est loyal ou pas?
Parce que pas forcément tous les clubs, les premières équipes qui jouent Champions League, ils sont clairement la force de pouvoir vendre par des millions des actions, et les petites équipes, non. Alors pour moi, ça devrait être quand tu as un budget établi, tu ne peux pas commencer à rentrer et dans des façons d'augmenter ton capital pour pouvoir faire des tournements. Parce que là-bas, ça commence tout à changer. Parce que tu peux sortir à payer des plus, à donner des plus grands salaires, à arranger avec certains agents qui cherchent certains marchés et qui promettent à des joueurs un argent et qui finalement ils font prisonniers les clubs pour les faire payer plus les joueurs, pour garder les joueurs là-bas. Alors je pense que la réalité c'est que on va rentrer dans un système de confiance d'il y a 40 ans en arrière, dans lequel on va devoir pouvoir s'asseoir avec certains agents, pouvoir se regarder droit aux yeux, avoir confiance et dire voilà, il y a des agents, il y a des intermédiaires et il y a certains profils des joueurs qu'on n'est pas intéressé de travailler. Et on doit rentrer dans une optique, sauf si tu appartiens à des groupes qui sont 6, 8 clubs et dans une cellule, dans un projet des patrons étrangers qui misent dans plusieurs clubs et qui a, je vais pas dire nos limites financières, mais qui sont des moyens complètement différents et qui s'en fout finalement si c'est lui l'agent et n'importe quel joueur il peut gérer, c'est pas grave, c'est des numéros. Pour nous, c'est des êtres humains et chacun de ces joueurs-là, c'est un projet que ça peut changer notre vie sportive et financière à la fois, et on doit essayer de convaincre tout le monde de cette façon-là. Et toi, par rapport à ça, tu as dû aussi personnellement te remettre en question pour ta façon de travail. Tu as changé beaucoup de choses depuis que tu es arrivé. Tu t'es posé des questions. Tu t'es dit, ouais, maintenant Nicolas, ça, je m'attendais pas à vivre ça à ce moment-là. Je dois changer ma façon de parler, ma façon de communiquer, ou peut-être même ma façon d'être avec dans les négociations, ma façon de faire. Bah, il faut savoir que notre club, c'est un club lequel tous les actionnaires sont belges. Et que le président aujourd'hui, Salvatore Kurava, il décide de ne pas vendre rien du tout à des étrangers. Alors ça, c'est déjà une première chose. Mais et que les années dont le président il a repris le club il y a 7 ans en 5e division. Aujourd'hui, on est en 3e, à 2 pas de la montée en D1B, à la 2e division belge, et de venir dans le foot pro. Aujourd'hui, les clubs, les premières années, on est toujours dans les rouges. On a perdu de l'argent toutes les saisons précédentes parce que il y a beaucoup d'argent qui est des investissements dans l'infrastructure. On va construire un nouveau stade. Alors, on est dans une situation dans laquelle aujourd'hui, on a revu il y a 2 mois et on a décidé de pas changer, mais sinon adapter la vision des clubs et on doit devenir un club formateur pour être capable de vendre des joueurs. Mais comme notre club, il est très jeune, notre centre de formation, les plus grands talents de la région, ils sont partis ailleurs. On doit commencer à convaincre les agents et les joueurs de revenir chez nous pour avoir une belle possibilité, la visibilité et pouvoir être vendus et se mettre dans les marchés. Et là-bas, on va être gagnant. Mais on doit présenter quelque chose de clair. Et c'est là-bas qu'on travaille beaucoup maintenant, surtout grâce à la situation sportive dans laquelle on se trouve actuellement dans les championnats, pour promettre des réalités et pas des faux espoirs, et pour la saison prochaine. Zouer, il y a un mot qui est incroyable, et quand on parle de cette émission, je crois que c'est un des premiers mots qu'on peut noter. Quand j'étais dans la préparation de l'émission, je me suis dit, impossible d'éviter ça, c'est la fameuse data. La data, les chiffres, etc. Mais à quel point ça change la perspective d'un club sur un joueur s'il y a un joueur qui a eu un petit peu plus de data que l'autre? À quel point c'est décisif dans le choix d'un club de prendre ce joueur-là au lieu d'un autre? Eh ben, écoute, je me suis posé exactement la même question. Et donc, du coup, chez moi en interne, on a envoyé un de mes collaborateurs en formation data pour voir et utiliser les mêmes tools et comprendre exactement comment fonctionnent les clubs. Et j'ai eu la chance d'avoir quelques amis dans les clubs qui m'ont ouvert les portes pour qu'on puisse voir un peu les outils qu'ils utilisaient, comment ils fonctionnent. Parce que on arrive dans certains clubs, Toulouse par exemple est très réputé pour ça. L'union avec le système de Brighton également, où ils tapent le nom du joueur et t'as quasi un feu de signalisation, avec vert, orange ou rouge. Ah oui, ok. Et donc, à ce moment-là, tu te dis, ok, si ça fonctionne comme ça, en tant qu'agent, je veux comprendre ce qui fait que ils vont chercher tel joueur. Hier, Toulouse a signé un joueur pour 2 750 000 de Chypre.
je connais le joueur, j'avais pas vu quelque chose de particulier vis-à-vis de ce que j'ai vu par rapport à d'autres ailiers qui avaient été cités là-bas. Première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir les stats pour comprendre un peu exactement pourquoi ils ont été prendre ce joueur-là. Donc aujourd'hui, on peut pas ignorer l'importance des datas, mais la majorité des clubs fonctionnent toujours encore, et pour moi c'est la meilleure manière de faire, sur 3 niveaux, à savoir data, video scouting, live scouting. La data doit te permettre de filtrer d'une liste de 100 joueurs que tu reçois à 25. De ces 25, tu fais du video scouting pour passer de 25 à peut-être 5. Et les 5, tu dois les scouter en direct. Parce que ça soit data ou vidéo, tu ne verras jamais la partie comportementale du joueur. Comment est-ce qu'il se comporte quand un de ses coéquipiers perd la balle? Est-ce que c'est du genre à lever les mains, insulter ses coéquipiers? Est-ce que c'est un leader? Le gars a perdu la balle, est-ce qu'il va lui remonter? Tout ça, tu peux chercher dans toutes les datas que tu veux, tu vas pas le trouver. Le video scouting est souvent limité à la zone d'action. Ouais. Donc, il y a une action qui se passe à gauche et le joueur est à droite, tu vois pas son repli, comment il va faire, etc. Tu vas peut-être voir dans les datas qu'il a couru autant, etc. Mais c'est des choses qui, pour moi, on doit rester à ce niveau-là. Mais il y a des choses intéressantes dans les datas. Et tu vois des fois le joueur d'une manière différente parce que tu peux découvrir des joueurs qui passent en dessous du radar. Mais parfois, on a l'impression que c'est les datas à tout prix. Tu vois, le côté, il y a des clubs, tu parlais du Toulouse FC par exemple avec Damien Comolli, son président, qui est véritablement dans le chiffre perpétuel et effectivement qui a construit son modèle sur base de ça. On peut parler notamment de Tony Bloom avec Brighton, où à un moment donné cette personne a fait succès, notamment dans les paris sportifs, etc., notamment avec les bookmakers et tout. On s'en souvient, il a appliqué la méthode quasiment data pour mettre en avant les joueurs, pour mettre en avant justement son club et pour pouvoir recruter des joueurs et avoir la certitude de se tromper le moins possible avec une expertise qui est quasiment, tu sais, on est sur de l'intelligence artificielle, quoi. Non, mais Brighton scout, Brighton fait passer des psychological assessment aux joueurs, ce que ne fait moins l'Union. Donc tu vois que le taux d'erreur est plus important à l'Union qu'à Brighton, et tu le vois avec le joueur espagnol. Quand tu regardes quand même, ils ont eu des très très belles réussites, et ils en ont encore une avec Amoura où ils ont franchement super travail. Ouais. Mais t'as quand même un taux d'échec qui est non négligeable. T'avais le milieu de terrain espagnol qui peut-être était bon sur data, mais son comportement a pas été assez, son caractère a pas été assez analysé pour savoir qu'il allait peut-être pas rentrer dans le moule de l'Union Saint-Gilloise. Ouais. Il y avait un latéral anglais, je pense, qui était venu aussi, ça a pas été. Donc tu vas trouver des échecs et des réussites. Le réussite, c'est vraiment des vraies réussites, ça personne ne peut leur enlever, mais il faut pas oublier l'aspect psychologique, l'aspect adaptation du joueur, etc. Ça, c'est important. Justement, le joueur, Trésor, hyper important, parce que moi, ce que je remarque chez un joueur de foot, c'est qu'il est de plus en plus accro à ses chiffres. Et à chaque fois, c'est regarder les stats, les PDF qui lui sont envoyés par les clubs, combien j'ai fait en position moyenne, entre guillemets, quelle était mon course à haute intensité, combien j'ai fait par rapport à l'autre, est-ce que je me suis amélioré, combien j'ai fait de kilomètres. On est quasiment sur de l'athlétisme, en fait, aujourd'hui. Exactement. Et pour moi, en fait, la data, c'est une aide à la décision. Moi, je le dis personnellement, ça peut aider à prendre une décision, mais moi, je suis plutôt ancienne école. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'appelle des computer trainers, des technical directeurs computer. On n'est plus aujourd'hui en mesure. Moi, je suis plutôt ancienne école. C'est aller voir, c'est sentir, c'est détecter. Moi, je le perçois comme ça, le football. Je dis pas qu'il faut pas travailler la data. Comme il a dit, il a bien mentionné Zouer, il faut regarder aussi le côté extra-sportif. Comment un joueur se comporte. Comment il vit dans un groupe. Comment il vit une déception. Quand il n'est pas convoqué. Est-ce que il peut ne pas représenter un problème pour un groupe. C'est toute cette donnée mais moi, je suis plutôt encore ancienne école, savoir cette capacité. Je donne souvent cet exemple, c'est Albert Martens qui a travaillé
à Anderlecht dans le passé, bien sûr, qui était responsable Afrique, ben, il avait cette capacité à détecter en fait les talents. Et je prends depuis le début le discours de Nicolas. Je sens que c'est aussi un homme de terrain, qu'il a aussi joué, et on le sent dans son approche, dans sa philosophie, dans sa manière de faire les choses. Et pour moi, il faut quand même garder aussi des hommes de terrain aujourd'hui. Faire un mix des deux, comme il a dit, mais pouvoir aussi aller détecter le joueur et se dire, OK, il n'a peut-être pas ces données-là, mais il a un potentiel brut qu'on peut développer et ça peut passer. Moi, il faudrait vraiment faire. Et aujourd'hui, on n'a plus cette capacité. Moi, c'est mon ressenti. Nicolas, moi, il y a un truc qui m'intéresse extrêmement te concernant parce que tu as vécu ça quand tu étais joueur, quand tu es arrivé au Sporting d'Anderlecht, c'est le statut d'extra-communautaire. Aujourd'hui, on a un marché en Belgique qui fait en sorte que c'est beaucoup plus ouvert si tu viens d'un centre de formation en Amérique du Sud, si tu viens d'un centre de formation en Afrique, etc. Mais comment on le gère, le joueur extra-communautaire, pour faire en sorte que l'adaptation, elle soit bonne, que tu puisses le guider et qu'après, il puisse performer? Très difficile. Très difficile. Je viens d'expliquer, un joueur espagnol, on est en Europe, on est à peut-être 1 heure d'avion, et un joueur qui n'arrive pas à s'adapter ici. Et c'est délicat. Il y a des clubs qui sont les moyens de pouvoir mettre en place des cellules d'accompagnement des joueurs. Soit, les meilleurs cas, je pense que c'est des bons cas, autant Union RWDM Anderlecht, qui se trouve dans la capitale et qui a les 2 langues, même si certains clubs ils sont plus liés à une langue que l'autre, mais parlons d'Anderlecht, où tu as les 2 langues, c'est hyper difficile. Tu marches à l'intérieur d'Anderlecht et tu entends directement 3 langues aujourd'hui. Néerlandais, des gens qui parlent français, des gens qui parlent anglais. Pour un, je sais pas, sud-américain, ou qui est déjà 95%, ou tous, parce qu'avec le portugais et l'espagnol, il y a personne qui parle aucun des 3 langues. Certains, c'est possible, mais même les Africains qui parlent français, ok, ils peuvent se retrouver, mais c'est très délicat. Mais il faut beaucoup d'argent, parce qu'il faut avoir des cellules vraiment capables d'accompagner les joueurs, mais ça fait une grande partie de la réussite et la patience aussi. Pour moi, le meilleur exemple est 2 joueurs de 2 différents niveaux, mais qu'à la fois, ils ont quand même explosé leur carrière. Le premier, c'est Matías Suárez. Mati, il est arrivé, mais il a explosé à Anderlecht 2 saisons et demie après avoir arrivé. Alors, aujourd'hui, tu amènes Matías Suárez. C'était un montant quand même assez important à l'époque. 2024, les clubs n'ont plus le temps d'attendre 2 ans. Oublie, Matías Suárez, il aurait rentré en Argentine, on aurait notre pays, et on aurait perdu un joueur exceptionnel. Et Mohamed Daouda, il a nous rejoint à l'époque à Anderlecht en 2015, je pense, pour les noyaux U21 à l'époque. Première saison, complètement à côté, un attaquant, buteur, rien du tout. Je pense que 2 buts en 12 mois. La saison d'après, j'ai le U21, 30 buts. Et moi, il s'est installé, et alors, il parlait anglais, mais il n'était pas capable, je sais pas, les climats, l'adaptation, le changement de pays, la première fois qu'il laissait sa maison, c'est très délicat. Et tout ça, malgré que c'est le côté humain, ça fait partie des data. Ça fait partie des data, même l'aspect psychologique, et l'aspect sentir le terrain, voir des choses. Si tu n'es pas capable de réunir toute cette information avec les données physiques, avec les données football et l'analyse des différents scouts, et ensemble pour prendre une décision, c'est fini. Alors, parfois, on a peur du mot data. On se moque et on dit, ouais, la data, ouais, ça va casser les foot. Non, il faut pas avoir peur de le dire. La seule chose, c'est être capable, et quand on a une discussion, de que ton avis soit pas un avis, soit un rapport. Son rapport et mon rapport et le tien, c'est exceptionnel. Parce qu'on a 4 rapports dans des différents moments, dans des différentes situations, avec des yeux différents, avec une vision différente, sur les mêmes joueurs. Et si en plus on utilise les data pour savoir l'âge, la possibilité de revendre des joueurs, qui n'a pas eu de blessures, à quel marché ça pourrait être, qui est son agent, les réseaux de son agent, la liaison avec son agent et son ancien club, tu diminues le risque. Alors, honnêtement, tout fait partie des data. Le problème, c'est que on est difficile à l'expliquer. Nous, on est très fort par rapport à ça. Mais on est très fort par rapport à ça parce qu'on sait l'expliquer. Et on sait parler aux joueurs. Et on sait parler avec l'agent. Et finalement, être capable de traduire et pas simplement, comme tu dis, envoyer un PDF aux joueurs. Un PDF, ça sert à rien. Un PDF, c'est dire aux joueurs, tu as couru autant, tu n'as pas fait autant de mètres de haute intensité. J'ai eu la blague avec des directeurs sportifs de club, autant que coach, qui disaient, ouais, mais on n'a presque pas eu des mètres en intensité. Ouais, mais tu as vu que les autres, ils étaient à 11 devant leur but.
où tu veux qu'on met les L'intensité, méthodes d'intensité. ouais, bien sûr. Il n'y avait pas de distance. La distance de Lionel Messi, je pense pas qu'il fasse grand chose, et pourtant. Il faut comprendre, il faut savoir lire, alors il faut savoir que voir un joueur visionner un joueur aujourd'hui n'est pas la même chose qu'en déplacement en Coupe d'Europe, dans la Coupe du Roi, je sais pas, en Espagne, et sur synthétique contre une équipe de troisième division. Il faut comprendre les datas, il faut filtrer et il faut l'utiliser pour prendre la décision correcte. Sur les extra-communautaires, Zouir, c'est intéressant parce que j'ai été voir un petit peu les joueurs. Je pense pas que tu aies des joueurs qui viennent directement d'Afrique, d'Académie d'Afrique, que tu as fait développer et qui sont ensuite arrivés. Comment est-ce que tu te positionnes sur ce marché qui est très très compliqué? Aller chercher un joueur d'Afrique qui a déjà, alors on connaît la prise des dirigeants des clubs africains qui veulent aussi mettre leur main dans le management des joueurs, etc. Comment tu te positionnes? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu as envie? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu es ouvert, ou est-ce que tu dis c'est peut-être pas ma spécialité, je vais peut-être pas y aller? Non, disons que c'est une partie du travail qu'on a décidé de pas faire parce que j'estime que c'est un petit peu saturé d'un premier côté, et de l'autre, c'est pas super propre le travail qui est effectué là-bas. C'est-à-dire que il y a des intérêts personnels qui passent au-dessus de l'intérêt des joueurs. Les dirigeants d'académie doivent passer via certains agents parce qu'ils ont des accords pas très nets. Donc jusqu'ici, je suis resté un petit peu loin de tout ça. Maintenant, je cache pas que on a un projet prochainement d'aller à l'Académie Mohamed VI qui est au Maroc, qui est la meilleure académie d'Afrique en termes d'infrastructure. Qui a révélé Asdin Ounahi, aujourd'hui joueur de l'Olympique de Marseille. Exact, En-Nesyri à Séville, le défenseur de West Ham qui était à Rennes également. Et en fait, absolument. En fait, il y a eu un changement de direction il y a très peu de temps. Donc c'était l'ancien directeur de l'académie de l'Ajax qui a repris. D'accord. Et bon, j'ai aussi la chance d'avoir des amis qui sont sur place, dont Mohamed Ouabi, qui est le sélectionneur des U20, le sélectionneur des U23 aussi, est un ami proche. Donc ils ont une connaissance du marché local, donc on va travailler un petit peu plus cela. D'ailleurs, j'ai fait signer il y a très peu de temps un U23 marocain à l'Atlético de Madrid, et donc l'idée c'est de voir un petit peu, de pouvoir travailler sur ce marché-là, parce que de mes origines, je suis plus proche du Maroc, mais bien évidemment que l'Afrique, c'est un marché ultra intéressant, mais pour l'instant, je l'estime trop gangréné par des intérêts privés, politiques, etc. Et c'est pour ça que je ne le fais pas. Je suis plus avec les Japonais, par contre. D'accord, oui, les Japonais. Et pour ton info, pour revenir à la question que tu posais à Nico, beaucoup de clubs cherchent maintenant à signer 2 Japonais. Parce que ils ont vu que déjà ils parlent pas très bien anglais quand ils arrivent en Europe, c'est même catastrophe, et donc ça les aide de pouvoir s'adapter. Donc j'ai un exemple qui est arrivé il y a pas plus tard que la semaine passée. J'ai signé un latéral droit au Servette de Genève. D'accord. Le coach qui est Weiler, qui a travaillé au Japon, cherche 2-3 profils pour renforcer son équipe. Priorité est donnée à des joueurs japonais, parce qu'ils veulent amener un deuxième japonais qui va permettre au premier d'avoir quelqu'un d'être plus à l'aise dans la vie privée. C'est peut-être l'idée qu'avait eu aussi notamment Beveren à l'époque avec tous les Ivoiriens. C'est peut-être ça aussi, c'est se baser pour avoir, je dirais, une équipe qui a une identité différente. Après, je pense que c'est aussi une question aussi de discipline. C'est des gens très disciplinés aussi. D'accord. Ouais. C'est des gens très disciplinés. Ce qui est un peu différent, les comportements sont différents selon les cultures aussi. Je dis pas que le joueur africain n'est pas discipliné, loin de là, mais c'est vrai que culturellement, même quand on va au Japon, c'est des gens qui sont très structurés, très organisés. On voit même dans leur transport en commun comment ils sont alignés. Ouais. C'est des gens qui sont très bien éduqués. Après, il parlait du football qui est gangréné en Afrique. Je pense qu'il est gangréné partout, le football. Il faut se le dire. Ouais, en Amérique du Sud, c'est pas mal aussi. Exactement. Je pense que excuse-moi, Nico. Non, mais c'est une triste réalité. C'est une réalité. Ouais. Et aujourd'hui, chaque dirigeant, je pense, africain essaie de jouer sa partition aussi, essaie de récupérer une partie de son investissement aussi, parce qu'ils investissent aussi sur les joueurs. Il faut aussi dire qu'avant, le joueur africain arrivait pour quasi rien. Et aujourd'hui, ils ont compris aussi l'économie du football. C'est peut-être pas de la bonne manière qu'ils le font,
mais ils essayent aussi de récupérer une partie de leur investissement. Mais toi, Trésor, quand tu parles par exemple avec un frère de joueur, un cousin, un papa, ou même avec le joueur lui-même, quand il décide par exemple, on va dire, on va revenir même sur l'Europe, ou même concernant les jeunes joueurs africains qui arrivent en Europe, hein, le système est le même, le mode de fonctionnement est le même, quand il décide de quitter un agent pour aller chez un autre, c'est quoi l'argument? Qu'est-ce qui fait que chez cet agent-là, par exemple, ça ne s'est pas bien passé, ou alors justement, comment est-ce que eux vont l'extérioriser? Qu'est-ce qu'ils communiquent en disant voilà pourquoi j'ai quitté cette personne-là? Pour moi, d'abord, le joueur, c'est un humain, et l'humain va toujours regarder son intérêt. Quand il quitte, c'est parce qu'il estime qu'il n'a pas eu ce qu'il souhaitait. Moi, c'est comme ça que je le résume, en fait. Pardon, Trésor. Mais le grand problème, c'est que parfois, les Suèdes, c'est complètement en dehors de la logique. Parce que peut-être les Suèdes, tous les jeunes joueurs, ils ont envie de jouer et de prouver en équipe première qu'ils sont capables d'aider. Et ils rêvent encore de jouer dans les plus grands championnats, dans les plus beaux clubs. Mais ils sont dans la réalité. Nous, en tant que joueurs de football, on est capable de regarder leur potentiel, leur réalité, comme on parlait tout à l'heure, et dire, oui, tranquille, ça va arriver, c'est pas les bons moments, non. Exactement. Les frères, les amis, les parents, ils veulent directement, ils voient, ouais, mon fils, il est capable de jouer au Barça. Alors, cet avis, quand ça passe 6 mois, et Sueur, il est incapable de vendre mon fils à Barcelone, Exactement. c'est la faute à qui? Mais C'est sa faute à lui. Alors je dois aller chercher chez lui et Qui pour dire... dit que lui va pouvoir le Oui, faire. exactement. peut-être qu'il dit, oui, peut-être pas Barça, mais je pense qu'on peut rentrer dans une équipe plus petite en Espagne. Mais c'est déjà pas vrai. Alors, c'est terrible. surestimer son Ouais, mais fils. c'est terrible. Surestimer, Ce qu'il dit, ouais. ce qu'il dit, il a tout à fait raison, Nico, parce que je l'ai dit tout à l'heure, un agent, c'est un prestataire de service, donc il va regarder l'environnement. Tu vas également regarder le joueur, comment il est sur le plan aussi humain, psychologique, mental. Il y a, par exemple, des clubs où je dirais à un joueur de ne pas aller. Il y a des clubs qui sont qui ont plutôt le caractère familial. Donc, il va plus matcher avec la personnalité d'un joueur. Ouais. Il y a des clubs, c'est des usines. Donc, le joueur, il va peut-être mal le vivre aussi. Il y a des clubs où tu arrives, on va dire bonjour, on va te prendre dans les bras, c'est une famille. Moi, j'ai vu la différence quand j'étais à Tubize, en D2, et quand j'ai signé en D1 au Berscott. Ouais. C'était chacun pour soi, en fait. Parce que tu passes une étape. C'était moins familial qu'à Tubize. Ouais. Donc, il faut tenir compte aussi de cette donnée. Et il y a peut-être des joueurs qui vont mal le vivre. Je venais le matin, on me disait bonjour, là j'arrive. C'est à peine si on te dit bonjour, on fait attention à toi. Et c'est pareil pour un jeune joueur. Il y a des comportements humains après qui sont mal vécus, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Et ce que dit Nico, moi je l'ai dit à un papa l'année dernière. J'ai dit au papa, laisse le gamin dans le club dans lequel il est, parce qu'il a encore besoin de son noyau familial. Même si tu as des clubs qui demandent, et quand on est parti visiter ces clubs, pourtant c'est à 1 heure de la maison. Et j'ai dit au papa, ton fils, il est pas prêt à partir. Et il me dit, oui, mais à nous, il dit oui, mais dans ses yeux, ça se voit qu'il est pas prêt à partir. Et j'ai dit au gamin, reste à la maison. Et maintenant, il est en train de surperformer. Parce qu'il avait besoin de cet environnement. Et parfois, 1 an, ça fait beaucoup dans la maturité d'un joueur. Ouais, je comprends. Mais les parents doivent être à l'écoute. Et il a bien dit, et Zouer l'a bien également dit, c'est que quand le joueur ne performe pas, il remet la responsabilité sur l'agent. Mais une fois que tu es sur le terrain, on peut rien faire pour toi. Bon, on arrive à la dernière partie, donc c'est là où à un moment donné, il faut parler un peu sous, un peu argent, c'est un peu comme ça, puis les gens adorent ça, je sais que vous adorez ça, évidemment, on va se faire plaisir. Une question très simple. Vous savez que le club est mauvais payeur. Ok, toi tu te remets bien évidemment dans ta position d'ancien joueur, hein, Nicolas. Vous savez que le club il est mauvais payeur, qu'il y a une possibilité que la commission elle arrive jamais ou elle arrive pas. Par contre, le club est très intéressant pour le développement du joueur. Comment est-ce qu'on gère? Je suppose que si vous avez une mentalité saine, vous allez dire, oui, le joueur il va y aller, puis après on s'arrangera, etc. Comment est-ce que toi, honnêtement, tu gères, Zoé? Non, à partir du moment où les contrats sont bien faits, même si le club est mauvais payeur, ils seront obligés à un moment ou à un autre de payer. Donc, moi, le plus important, je le dis, c'est toujours l'intérêt du joueur. Que ça soit pour aller dans un club mauvais payeur, plus important, c'est mauvais payeur avec l'agent, parce qu'il faut pas que ce soit mauvais payeur avec le joueur. Parce que, à la limite, je peux attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour être payé. Mais un joueur qui a peut-être des investissements, une famille, etc., lui, il ne peut pas attendre 3 mois pour recevoir son salaire. Donc, mauvais payeur vis-à-vis de l'agent,
ça me dérange pas trop parce que en général, et c'est pour ça qu'on a aussi des avocats qui travaillent pour nous, on fait en sorte qu'on ait des contrats de commissionnement qui soient bien carrés. Mais comme je disais, que ça soit un club mauvais payeur ou un club qui vient via une autre personne, un autre agent, je vais pas venir en disant, voilà, je vais pas faire ce transfert parce que du coup, je vais devoir partager avec un autre agent. Si le club est le bon club pour le joueur, faut toujours penser à l'intérêt du petit, ou du petit, je leur dis petit, mais il y en a qui ont 35 ans chez moi, mais je veux dire à l'intérêt du joueur. Pourquoi? Parce que sur le moyen ou long terme, c'est bon pour lui, donc c'est bon pour nous en tant qu'agent, et c'est bon pour notre relation aussi. Si tu fais en sorte de le pousser là où il veut pas, ou le pousser à refuser quelque chose qui serait bon pour lui, à un moment ou à un autre, ça te retombe dessus. Zouer, il y a plein de fantasmes sur le milieu d'agents et surtout sur les deals qui sont faits. Mais concrètement, on va se donner un exemple très simple. Tu signes un joueur dans un club moyen de division 1 belge. 500 000 € bruts sur un contrat de 4 saisons. Tu gagnes combien? Avant la nouvelle réglementation, t'es entre 5 et 10%. Voilà, donc 5 et 10%, ça veut dire que c'est entre 50 000 €, entre 25 000 € et 50 000 €. Donc ça veut dire qu'on n'est pas non plus, on est sur des sommes qui sont intéressantes, mais si tu as 1 ou 2 deals sur l'année, bah, c'est pas non plus la richesse totale. Donc il y a aussi ce fantasme. Sache que c'est brut, que tu as beaucoup de frais. Donc tout dépend de ton structure et comment tu travailles. Si c'est quelqu'un de la famille qui ne fait absolument rien et qui boit son café en attendant son petit-fils ou son frère et à la buvette, et il n'a pas de dépenses parce que même l'essence est payée par les clubs. Après, si tu as une structure, que tu prends des gens qui travaillent pour toi, qui font les statistiques, des gens qui accompagnent les extra-communautaires qu'il faut s'occuper et tout ça, tu as besoin de plusieurs contrats comme ça pour au moins arriver à payer les frais pour après penser à gagner de l'argent. Alors, le problème, c'est que les gens qui se lancent comme agents à investir leur vie et prendre les risques de ça, ils vont devoir, et ça je suis content, faire les choses correctement pour pouvoir s'en sortir. Et j'espère que de plus en plus, les parents, les frères qui veulent faire d'argent, ils vont être dégoûtés. Il faut les séparer des milieux. Oui, mais c'est ça. Mais ce qui est fou, c'est que tu n'as pas je dirais, d'avis moyen. Il y a une partie des personnes, c'est des observateurs qui sont parfois dans les médias, qui sont parfois des journalistes et qui ont une vision où on dit c'est le cancer du football, être agent. Et de l'autre, il y a l'Eldorado financier, vu par les familles, même en général, les gens qui sont autour du milieu mais qui ne le connaissent pas vraiment bien, où ils disent « Ah, mais c'est magnifique, on va le faire, on va devenir riche avec ça ». C'est que la réalité, en fait, elle est entre les deux, Trésor. Mais le problème, c'est que il y a déjà une méconnaissance par rapport au milieu, parce que, comme l'a dit Nico, Zouer, il peut aussi le témoigner, quand tu débutes une carrière d'agent, il y a énormément d'investissement et de sacrifices. Il faut savoir que la plupart des agents ont une activité principale. Ils ont une récurrence qui n'a rien à voir avec Exactement, ils ont d'abord un travail principal. Ok. Et tu le fais en tant qu'activité complémentaire, et c'est à partir du moment où ton portfolio joueur se développe, et que tu as, comme on dit, j'aime pas utiliser ce terme, mais c'est un peu des vaches à lait. C'est comme cette matrice où tu as un produit star, un produit mort, une vache à lait. Ben, c'est la vache à lait qui te permet aussi de financer toute la structure, comme il a dit. Mais au début, un agent, quand il débute, à moins que tu arrives directement dans une grosse structure et qu'on te paye un gros salaire, la plupart a une activité sur le côté. Et ça, c'est une réalité et on n'en parle pas. Et dire que on gagne tous des millions, c'est faux. C'est une minorité. Je vais poser la question inverse dans quelques instants, mais je vais te poser la question, Nicolas. Tu as été joueur forcément. Pour toi, tu avais des relations avec les agents qui étaient forcément sud-américaines. Donc peut-être que le rapport de l'agent sud-américain, c'est pas la même chose. On sait que là-bas, il y a aussi l'inversor. Donc c'est encore une partie du joueur qui appartient à ce fameux investisseur, etc. La relation que toi, tu avais avec l'agent, pour toi, quand je te dis, voilà, pour moi, l'agent, il doit être comme ça, c'est ça un bon agent. C'est quoi? Ouais, je suis un peu, quand même, je vais pas dire spécial par rapport à ça, mais j'ai presque géré ma carrière toute seule. Il y avait quelqu'un qui travaillait dans une grande boîte lesquels c'était les propriétaires de mon 72%. Wow. Une folie absolue, qu'ils ont vendu à Anderlecht à l'époque. Et l'autre 38%, c'était un club qu'il avait. Ces gens-là, au moment de mon passage en Espagne, ils sont arrivés au début de l'année. Ils ont eu 90 000 € pour les prêts.
Et moi, je n'étais pas payé pendant 10 mois en Espagne. Oh. Et ils n'ont plus jamais de la vie décroché leur téléphone. Le jour que je les rencontrais, c'était 24 mois après, dans le bureau d'Anderlecht, pour venir avoir, ils ont touché 1,8 million ou 1,5 million. Ouf, ah ouais, d'accord. Et ils m'avaient laissé seul pendant 10 mois sans avoir l'argent. C'était mon père qui m'envoyait. Alors, ces jours-là, tu peux comprendre que pour moi, les agents, c'était des ennemis publics. Alors, j'ai une image un peu spéciale par rapport à ça, mais un bon agent, c'est, aujourd'hui, je le vois, j'ai une autre possibilité aujourd'hui, le voir comme, je veux pas dire comme dirigeant, sinon comme quelqu'un qui essaye d'aider les joueurs parce qu'on a absolument besoin d'eux. Et c'est quelqu'un qui va penser à la carrière du joueur. Et que c'est pas forcément l'endroit le plus beau, peut-être, ou qui a plus de lumière et qui a le plus d'argent. Et peut-être forcément, c'est lui qui va contre les envies des joueurs et de la famille. Et alors, un agent qui est capable de, je ne vais pas dire s'imposer, mais convaincre et vendre les meilleurs produits pour les joueurs, ça, c'est quand même un bon agent. Et l'inverse, le bon joueur à récupérer. Zouer. Bah, ils sont déjà tous chez moi, donc. Non, je rigole. C'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, chez nous, après chacun travaille comme il le souhaite, mais au-delà de l'aspect sportif, qui est très important, parce qu'on veut tous s'occuper de très bons joueurs, on monitore beaucoup la personnalité du joueur et la personnalité de l'entourage du joueur. C'est-à-dire que avoir un bon joueur mais avec un entourage qui va te faire mal à la tête, nous on évite ça. C'est notre choix. On passe peut-être à côté de dossiers intéressants, etc. Mais on part du principe que si c'est compliqué, si le joueur est compliqué, si l'entourage est compliqué, on prend pas. Par contre, je ne me fais jamais mon avis sur ce que je lis ou sur ce que j'entends. Parce que il y a un joueur qui a pas une bonne réputation en termes de comportement, etc. C'est Faïs Selemani. Que je connais bien aussi. Mais quand tu connais Faïs Selemani, l'homme, ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai lu dans les médias, etc. Je peux confirmer, oui. Je peux confirmer. Donc, c'est pour ça que moi il a souffert en fait d'un déficit de travail sur son image qui a fait que quand tu vois le joueur que c'est sur le terrain et au final il a été quand même capitaine à Courtrai alors que c'est un pur francophone et que on dit des choses sur lui, mais au final j'ai rencontré une très belle personne et c'est pour ça que pour moi le bon joueur c'est quelqu'un qui va allier bien évidemment le talent sportif en tant que joueur, mais aussi des qualités humaines, lui et son environnement. Parce qu'il peut y avoir aussi un jeune qui est très bon, qui est encore un peu jeune et tête en l'air ou qui se prend un peu et qui est recadré très vite par sa famille, qui lui donne des bonnes valeurs. Il y a un joueur qui est que j'estime beaucoup, c'est Bilal Elkanouz, parce qu'il a un entourage très sain. Il est géré par sa maman, c'est ça, ou il y a Il est géré par sa maman, ouais. Ok. Donc c'est sa maman qui s'occupe de ça, un petit peu à l'image de Kylian Mbappé, avec Faisal Amari, sa maman qui s'occupe de son cas. Au final, que ça soit Bilal ou Mbappé, comme j'expliquais tout à l'heure, par rapport aux montants qui sont derrière, il y aura un agent qui sera impliqué. Un agent professionnel Exactement. Qui va faire la transaction de club à club. Encore une fois, parce que il te faut une expertise dans la négociation de comment faire que un club allemand va proposer 27 alors que Genk va demander 36 et comment tu fais pour rapprocher les positions. Et ensuite, quand tu es et je le sais parce que j'ai 4 frères dont 2 qui étaient pros, quand tu es attaché viscéralement aux joueurs, dans le cas de figure de Bilal, c'est sa maman, Mbappé la même chose, tu n'as pas ce recul pour voir les choses différemment et régler une intervalle entre un club acheteur et un club vendeur, tu vois. Donc, pour moi, de toute façon, il y aura quelqu'un qui va être impliqué. Tu peux faire ce que tu veux. C'est le club vendeur et le club acheteur aussi d'ailleurs
sont autorisés à mandater un agent. Place à présent à la séquence le crack, la fraude. Et oui, on l'a un petit peu bougé, forcément, puisqu'on va essayer d'aller dénoter le crack ou la fraude à mettre en avant un directeur sportif, un CIO ou même parfois un directeur de recrutement. Nicolas, aujourd'hui, tu as choisi qui comme directeur sportif, comme CIO, comme peut-être directeur, même un agent que tu voudrais mettre en avant? C'est un peu romantique, mais j'aimerais choisir notre président du club. Et Salvatore Kurava. Ok. Parce que c'est un ancien joueur pro qui a 24 ans, il a 24 ou 25 ans, il a décidé de laisser de côté sa carrière professionnelle après avoir joué 70 matchs au niveau pro en D1, qui a parti dans le monde d'investissement et l'informatique, et que pour l'amour au foot, dans sa région, à La Louvière, il a été investi énormément pour donner de la lumière, des couleurs à la région. D'accord. Et que honnêtement, ok, peut-être dans 6 mois, je me dispute avec, mais on est allé, c'est possible et tout dans la vie, je ne pense pas, en connaissance de plus en plus de la personne, mais à chaque fois, on voit la passion pour le foot et le respect pour le foot, et la chose la plus intéressante, c'est que voilà, il donne son avis et tout ça, mais après il dit, oh, ça va. Vous êtes entre guillemets les experts, c'est à vous d'arranger, soyez sûrs de ça que vous faites, mais il y a le respect pour les joueurs, l'amour pour le sport, et ça c'est très difficile dans un monde qui devient que le business. La morale alors, dans ce cas-là, il faut toujours savoir rester à sa place et connaître là où on est bon. C'est ça. Exactement. Ouais. Trésor. Personne que je mettrai en avant, c'est Fergal Harkin, Fergal Harkin, ok. le directeur sportif du Standard, pour son côté humain. Une personne très humaine, très correcte, très à l'écoute et disponible. Moi, je mets surtout son côté humain parce que j'en ai rencontré beaucoup. Et je tiens à lui tirer le chapeau. Tu l'as rencontré plusieurs fois et on échange parfois. Personne très simple et c'est Zohar, tu peux en témoigner. Hein. Ouais, très très bon gars. Une super personne et je tiens à le mettre lui en avant. Voilà, c'est ça exactement. À qui on ne facilite pas les choses, il a des petits cheveux gris de plus en plus, de semaine en semaine, mais effectivement c'est quelqu'un et ça c'est vraiment la vie générale autour de Fergal Harkin, qui est sain et qui essaye de créer les possibilités, je dirais d'un challenge sportif qui va de mieux en mieux pour le Standard, même si évidemment c'est pas toujours facile, surtout en ce moment. Zohar. Il n'y a personne qui dit fraude, hein, tu remarques ça? Ouais, mais ils ont pas envie de se mettre en difficulté. Moi, je vais faire les deux. Allez. Je vais commencer par la fraude. L'actuelle organisation de la Coupe d'Afrique. Ok. Parce que sur papier, ils ont vendu tous les billets des matchs. Et quand tu regardes les matchs, même le match de la Côte d'Ivoire, le stade n'était pas... La CAF alors, hein? Ouais, la Coupe d'Afrique. Donc ça, pour moi, c'est un truc, c'est dommage pour l'image du football africain parce que déjà, si tu as vendu toutes les places en principe, tu devrais recevoir des stades remplis, ce qui n'est pas le cas. Je trouve ça dommage. Donc pour moi, la fraude, je vais mettre un carton jaune en espérant que ça s'améliore pour la suite de la compétition aux organisateurs. Si je peux me permettre, le problème de satellite lors de Sénégal-Gambie, franchement, le fait que ce ne soit pas du tout diffusé dans tous les pays du monde, on n'avait plus du tout la chaîne, on pouvait plus regarder le match. Ça, c'est des choses qui ne doivent pas arriver encore. Hein. Et ça n'arriverait jamais à l'Euro, même en Copa América, je suis sûr que c'est des choses qui n'arriveraient pas. Et ça freine un peu le développement de l'image du football africain. Espérons que on apprenne de ces erreurs-là et que ça progresse. Bien sûr. Et donc, c'était quoi Et le crack maintenant. Le crack. Ça peut être un agent, ça peut être un directeur sportif, ça peut être un CEO. Mais comme Nico est là, je vais dire quelqu'un d'autre. Mais dans mon cœur, c'est lui. Ah, c'est mignon. C'est le moment cute de l'émission. Voilà. Donc en gros, parce que j'ai regardé leur match, je vais dire non seulement Will Steele qui a été cité par tout le monde, mais l'entièreté de l'équipe dirigeante de Reims. Parce que Mathieu Lacour, Polo Caillot, voilà Polo, Jean-Pierre Caillot, le fils de Camboiré, qui est là aussi. Et en fait, c'est chouette parce qu'ils ont une ambiance un peu start-up dans le club. Okay. C'est tous des jeunes qui viennent en basket, etc. Mais ils travaillent extrêmement bien. Et tout le monde se disait, ok, ils ont perdu Abdelhamid, ils ont perdu Ito, ils ont perdu l'autre japonais dont j'oublie le nom, qui jouait ailier gauche.
Ils ont aussi perdu Richardson au milieu de terrain. Ils ont perdu pas mal de joueurs. Et tu te dis... Tu parles de Kaito Nakamura peut-être? Nakamura et Richardson au milieu de terrain. Et tu te dis, voilà, c'est quand même 5 titulaires en puissance. Les mecs, avec ce que j'appelle les remplaçants, mais ils ont le niveau des titulaires. Ils ont été à Monaco. Ils ont joué un football comme ils le font depuis le début de saison. Et ils le disaient, ils avaient sur papier que 20% dans les datas, 20% de chances de gagner. Et ils ont mis une leçon à Monaco. Donc pour moi, c'est mes cracks. Soit dit en passant, quel but de Cadra, hein. Quel but absolument incroyable, partir comme ça du milieu de terrain pour aller faire la différence. Je préfère celui de Teddy Thomas, mais sans... On se demande pourquoi, bien évidemment, on se pose la question. Messieurs, Nicolas, merci beaucoup d'avoir été présent dans l'émission. Tu es toujours la bienvenue ici. Voilà, tu es venu avec le maté, c'est un vrai plaisir. C'est comme ça qu'on aime recevoir, comme venir et les gens, et on les apprécie comme ils sont. Donc voilà, merci beaucoup. Trésor, merci infiniment. Merci je suis sûr que sur d'autres émissions aussi, on pourra venir t'accueillir dans le clubhouse. En tout cas, tu es la bienvenue également. Avec plaisir. Et Zouir, on n'a plus besoin de le dire. Hein. Maintenant, tu es devenu un pensionnaire de l'émission. Donc, tu auras la forme de mes fesses sur le canapé. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Likez et abonnez-vous, c'est hyper important. On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, au menu, ce sera la CAN. Et puis le retour de la Jupiler Pro League. Ciao, ciao!